Bonjour ou rebonjour, on va poursuivre dans cette vidéo tout mon blabla de MJ sur, comment, créer, un monde, un scénario de jeu de rôle, comment, se débrouiller en tant que MJ, et divers détails, selon un avis purement personnel. Et du coup, on va poursuivre, où là je vais parler de la construction du monde. Alors la construction du monde, c'est un vaste sujet, hein. Alors, si vous êtes le MJ, vous êtes littéralement le maître du monde, hein. C'est c'est rigolo dit comme ça, mais bon, voilà, quoi. Mais si vous voulez réussir ce monde, que vous créez, il faut de l'investissement. Alors, b bonne connaissance du monde en général. Ce qu'on appelle le fluff, hein, dans le milieu. Alors le fluff, c'est quelque chose d'essentiel. Ça paraît bête comme ça, hein, mais si vous voulez que vos joueurs, s'immergent dans un monde, il va falloir que, ce monde y vive. Donc en fait, il faut que vous décriviez ce qui se passe autour d'eux. Pas nécessairement tout, hein. Vous pouvez aussi y aller petit à petit, surtout dans le cadre d'une campagne. Ce qui peut être très intéressant, c'est que vous pouvez poser les choses petit à petit. Faire apprendre aux joueurs, des choses petit à petit, sur le lore, comme on dit, hein, tout ce qui se passe autour du monde, les origines, ce qui se passe en ce moment, les différentes factions. Évidemment, si vous avez été joueur, c'est un plus. Enfin, moi, je considère que c'est un gros plus, hein. Personnellement, j'ai été MJ de jeux de rôle dont je n'ai pas été joueur avant et je trouve que il y a toujours quelque chose qui manque, en fait. Même si on aime beaucoup un monde. Ne serait-ce que parce qu'on n'a pas nécessairement la bonne perception de ce que les joueurs, peuvent et veulent faire. On a sa vision à soi en fait: «Ah si j'étais joueur je ferais ça», mais en fait quand on est joueur non seulement, on fait pas exactement du coup, ce qu'on imaginait à la base des fois. On s'imaginait que le monde était comme ci, mais en fait il est comme ça ou des trucs comme ça quoi. On pensait que ça allait être facile de faire ça, mais en fait pas du tout, et cetera. Mais il y a aussi le contact avec les autres joueurs, parce que quand vous êtes pas joueur tout seul en général, sauf, rares exceptions. Donc vous allez voir aussi comment d'autres personnes réagissent et interagissent avec le monde. Donc j'ai tendance à dire que avoir été joueur est un plus. Après, c'est pas le principal. Alors, qu'est-ce qui est le principal pour moi, pour un monde de jeu de rôle réussi et de la façon dont vous allez le détailler et l'interpréter? Parce que le monde peut être très réussi, mais vous pouvez vous viander aussi en tant que MJ, ça arrive, hein. Faut pas s'en vouloir, hein. Pour moi, là, il y a un mot-clé, c'est la vraisemblance. Le monde, il doit être logique. Alors logique avec sa logique à lui, hein. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un monde de fantasy, la logique va forcément pas du tout être la même que dans un monde contemporain, mais il y aura une logique. C'est très important. Le La logique du monde peut être très bien aussi de partir dans tous les sens, de n'avoir aucun sens. Mais alors ça, c'est vraiment des mondes et des parties de jeux de rôle très particulières. En tout cas, votre monde doit être logique et la logique, elle est nécessaire pour, quelque chose qui est très important pour que les joueurs s'immergent bien et pour que les gens s'immergent bien dans un récit, en général. C'est ce qu'on appelle la suspension consentie de l'incrédulité. Alors, je vous donne la définition je vous donne la définition Wikipédia exacte et après on en parle. La définition sur Wikipédia, c'est: l'opération mentale effectuée par le lecteur ou le spectateur d'une œuvre de fiction qui accepte, le temps de la consultation de l'œuvre, de mettre de côté son scepticisme. Exemple à la con, c'est ce qui fait que quelqu'un
croise un magicien, il se dit qu'il est susceptible de le cramer avec une boule de feu et il y croit très fort. Ça, c'est la caricature. La suspension consentie de l'incrédulité, c'est quelque chose, c'est une opération mentale comme ils disent, c'est quelque chose qui se fait en tant qu'humain, c'est que quand on est dans une œuvre de fiction, on est capable de ressentir et réagir comme si ce qu'il s'y passait était réel. C'est ce qui fait qu'on aime beaucoup aller au cinéma, qu'on aime beaucoup, plein de choses et c'est aussi pour ça qu'on n'aime pas les histoires qui ont aucun sens, à nos yeux et des personnages qui font pas du tout ce qu'ils devraient ou et cetera, et cetera. La suspension consentie de l'incrédulité, c'est un espèce de c'est un espèce de but ultime en tant que créateur de monde, scénario, histoire, où il faut que le lecteur, rentre dans cette suspension consentie de l'incrédulité et n'en sorte pas. En sortir, c'est le pire. Les joueurs, slash spectateurs ne sont plus intéressés, ou sont perdus. Alors quand c'est du jeu de rôle, les joueurs vont être perdus, vont plus savoir si, s'ils peuvent faire ci ou ça, est-ce que, ça a vraiment, est-ce qu'ils font vraiment un sens? Est-ce que le monde a vraiment un sens? Et là, vous les perdez complètement. Autre exemple, alors un exemple en termes de monde, en dehors que situation avec l'histoire du mage, on peut se dire aussi dans un monde médiéval, vous avez une ville qui possède un forgeron, mais peut-être pas un village. Ou alors si c'est un petit village, c'est particulier. Alors soit c'est le seul forgeron du coin, et du coup il travaille pour plusieurs villages. Soit il y a une histoire, le forgeron se plante ou une connerie. Et vous voyez par exemple un forgeron ne va pas dans un hameau où il y a 20 maisons, quoi. Le forgeron va plutôt être au niveau d'une ville ou de quelque chose au moins qui a de la taille, ou parce ne serait-ce que parce que le forgeron a besoin de clients pour vivre, pour manger. C'est pareil, vous allez pas trouver un moulin dans un endroit où il y a pas d'agriculture. Enfin, vous voyez des détails comme ça. Dans l'absolu, tout ce qui est communauté, humaine ou non humaine, hein, les communautés se réunissent pour combler à leurs besoins. Donc en fait, il y aura toujours des paysans, ou on va dire des nourrisseurs, hein, dans un village éloigné par exemple. Vous aurez toujours au moins quelqu'un, bon voilà, vous aurez sans doute, si vous avez de l'agriculture, du blé, vous aurez sans doute un boulanger quelque part. Des choses dans ce genre-là. Euh, des guérisseurs, des marchands ambulants, ça arrive dans des petits villages. Justement, vous avez peut-être pas de marchands, vous avez des marchands ambulants par exemple. Dans les grandes villes, vous allez avoir plutôt tendance à avoir des endroits culturels. Par exemple, quand vous créez une ville, vous vous imaginez que si c'est vraiment une ville, en général, dans une ville, vous avez des endroits de culture. Quand je dis culture, c'est au sens très très large, hein, ça peut être juste une statue, hein. Genre, je parle pas, il y a peut-être pas de théâtre ou de trucs, justement, mais vous avez peut-être une statue, parce que c'est la personne qui a créé la ville ou qui a libéré la ville ou quelque chose d'historique. En général, quand vous créez une ville, vous imaginez qu'il y a forcément des éléments de culture à apporter. La ville peut pas être vide, ce genre de choses. Parce que s'il y a beaucoup de gens, ça veut dire que ça fait un certain temps, soit que ça fait un certain temps, soit que les gens ont immigré très très vite et en nombre. Donc dans tous les cas, il y a de la culture collective. Donc voilà, tout ça, c'est des petits éléments qui font que les scénarios, enfin les mondes ont de la vie en fait. Est-ce qu'il y a de l'architecture ou pas? S'il y a de l'architecture, il y aura forcément des fontaines, des statues. Il y aura, du coup, s'il y a ces choses-là, ça sous-entend qu'il y aura aussi des charpentiers, des sculpteurs, des pompiers. Des boulots auxquels vous pensez pas comme ça. Un village, ça a nécessairement besoin d'un vannier. Faut bien quelqu'un pour faire des sacs. Alors, c'est peut-être pas son métier, peut-être que c'est quelqu'un qui le fait, mais bon, voilà. Vous voyez, c'est des petits détails comme ça. Sans rentrer inlassablement dans les détails qui vont alourdir votre histoire si vous perdez dedans.
C'est important de disséminer des éléments de crédibilité dans votre monde, justement pour que cette suspension consentie de l'incrédulité persiste et que les gens se sentent, intégrés et immergés dans un monde, dans le monde, dans lequel vous les faites vivre. Vous devez apporter dans les descriptions et les plantages de décors, que des vous devez faire en sorte que vos joueurs posent des questions naturelles. Une absence d'information sur un élément ne doit pas les déranger, sauf si c'est voulu de votre part. Donc en fait, par contre, évitez de trop parler et restez simple. Vous voyez, je parlais du vanille tout à l'heure. Bah voilà, par exemple. C'est simple, un vanille. Évitez de trop parler de choses dont vous pourrez pas nécessairement rentrer dans les détails. Ça peut justement, si les questions des joueurs ne sont pas simples pour vous, en termes de monde, ça peut vous mettre un peu dans l'embarras et bon, quand ça arrive une fois, c'est pas grave, hein, mais si ça vous arrive souvent, c'est un peu ballot. Au niveau de l'immersion, vous perdez un peu. Après, tout ça, c'est pour le décor de base. Après avoir planté le décor de base, dessinez votre carte, pensez au contexte. Voilà, est-ce que c'est dans la campagne, urbain, est-ce que c'est un donjon, un truc. Seulement à partir de ce moment-là, vous écrivez les particularités. Comme je vous disais, c'est un peu comme l'histoire du forgeron qui était, qui devrait pas être là, voilà. Là, vous écrivez les particularités. Vous écrivez d'abord ce qui est commun, ce qui est évident pour votre monde, et ensuite vous écrivez les particularités. Par exemple, il y a peut-être un magicien bibliothécaire étrange dans un petit village. S'il fait là. Un magicien qui est là, il éduque 2-3 gamins, qui font des étincelles avec leurs doigts, voilà. Le mec, il est là, tu sais pas trop pourquoi. Et ou alors vous pouvez penser les événements aussi. Par exemple, tiens, dans ce village-là, ils font régulièrement un rituel d'une divinité particulière. Pourquoi? Là où la création du commun de votre ville, village, lieu, etc. va mettre en place l'immersion et la suspension consentie de l'incrédulité, la spécificité de vos lieux va les rendre vivants. Parce que, en fait, si vous avez que du stéréotypé et rien de particulier dans votre ville, village, etc., ça va être comme un joli tableau. Ça va être beau mais vide. Et en fait, les joueurs, en fait, vont, se sentir moins impliqués par le lieu, là où ils sont, donc moins immergés. Donc d'abord, vous mettez en place l'indispensable pour immerger les gens, et après, vous donnez les petites carottes avec les particularités. Donc vous concevez l'un puis l'autre, et avec les deux, vous allez voir que ça va rouler tout seul. Évidemment, dans la structure d'un récit classique, vous allez d'abord parler des choses communes, hein, dans les descriptions. Hein. Ou alors, si vous parlez d'une spécificité, il faut que vous le disiez, en fait. Chose que vous ne voyez jamais dans les villages de ces environs, il y a des rituels spécifiques. Il se passe ça. C'est assez étrange. Là, vous amenez les joueurs à se poser des questions tout de suite. Si votre monde est déjà mis en place, si les joueurs sont immergés et tout ça, il n'y aura aucun problème à ce que ça se passe comme ça. Tout de suite, les joueurs seront dedans, ils intégreront tout de suite. C'est toujours la suspension d'incrédulité. Hein. Ils se diront tout de suite « Ah mais oui, c'est bizarre !» Alors qu'en fait, 10 secondes avant que vous le disiez, ils ne seraient jamais posé la question de tiens, un rituel. Si vous dites juste il y a un rituel là, vous décrivez rien, le joueur va pas se dire. Le joueur va jamais. Le joueur va jamais y penser tout seul. Par contre là, vous le mettez tout de suite dans le truc quoi. Il va tout de suite se dire ah oui, si le MJ me dit que c'est bizarre, en fait, moi, c'est parce que mon joueur se dit que c'est bizarre. Mon personnage, pardon. Mon personnage se dit que c'est bizarre. Donc tout de suite, ils sont immergés, ils sont dedans. Ils interprètent leur personnage. Ah oui, tiens, c'est bizarre cette histoire de rituel. Là, je vais demander à un autochtone. Par exemple. Globalement, pensez. Alors, moi, c'est ce que j'ai tendance à faire. J'ai tendance à prévoir
le nombre de particularités par rapport à la taille de l'endroit. Globalement, pensez à une particularité dans un endroit très peu peuplé. 2 si vous pensez à une ville. 4 si c'est une grande cité. 8 si c'est une capitale. Enfin bref. C'est pas immuable, hein. Mais c'est juste penser au fait que plus un endroit est grand, plus il est susceptible d'avoir des particularités. Il y a aussi une notion d'histoire. Plus un endroit a une histoire, plus il est susceptible d'avoir de particularités. Les personnages non joueurs, ils devraient découler, en fait, de tout ce contexte. Pour moi, les personnages non joueurs, ils vont découler de votre mise en place de monde. C'est jouable de penser l'inverse, de d'abord penser ces PNJ, ces personnages non joueurs, et après de créer un monde autour. Mais c'est déjà une gymnastique intellectuelle en fait. Et c'est pas naturel. Par contre, il est très naturel si vous créez un monde comme ça, enfin créer un endroit où les personnages non joueurs vont découler. Une ville, il va y avoir un bourgmestre, maire, il va y avoir des gardes, il va y avoir un vannier. On en revient au vannier. Ce fameux magicien bizarre. Ce genre de truc. Vous allez avoir donc du coup des personnages qui vont découler et comme vous avez votre scénario, comme vous avez votre monde et que vous allez écrire votre scénario, le monde et le scénario vont vous créer tout seul comme ça, paf, des personnages non joueurs qui vont être intéressants pour les joueurs. Sachant qu'un personnage non joueur a des différentes fonctions. Bon. On va être franc, je vais pas détailler la création de PNJ dans cette vidéo, parce que moi personnellement c'est ma grande passion, je pourrais en discuter pendant facile 2 heures. Ça serait imbouffable et on sortirait du sujet. Donc bon, on va donc parler d'autres trucs en attendant. Mais pensez aux protagonistes qui serviront à votre histoire, pensez aux fluff, écrivez leur CV, leurs caractéristiques principales. Maintenant, on va s'attaquer au scénario en lui-même, maintenant qu'on a parlé du monde. Et on va parler du récit. Alors, pour le récit, je vais parler essentiellement. Comment vous dire ça? En fait, c'est mon avis, mais c'est pas à la base, c'est pas moi qui ai trouvé les mots en fait. En fait, il y a pas mal de choses que je vais vous dire donc qui sont «récupérées» entre guillemets, hein, en tout cas de ce que j'ai gardé de livres sur le récit, la dramaturgie d'un homme qui s'appelle Yves Lavandier. Donc il a fait une collection de bouquins, de vulgarisation, hein, de littérature, avec des exemples même sur des œuvres communes de tous, hein. Il parle même de Tintin ou des trucs à certains moments, si j'ai bonne mémoire. Mais en tout cas, il va vous parler d'œuvres connues, pour vous citer en exemple ce qui est pour lui un bon récit et un bon scénario. Donc moi j'ai beaucoup apprécié en fait l'idée de base de sa pensée et en fait c'est ce que je pense. Donc si vous connaissez les bouquins et que ça vous parle, c'est normal. Je vais utiliser les mots qu'il a utilisés mais par contre évidemment je vais faire un très résumé et avec ce que j'en ai tiré, pas vous réciter, voilà. Mmh. Donc alors, le récit, il repose sur plusieurs choses. Déjà, il repose sur la mise en place. La mise en place, c'est la présentation du décor, la normalité de la situation. Une situation dans des conditions nominales, dans des conditions normales, où tout va bien. En tout cas, un point zéro. Que tout ne va pas forcément bien. Peut-être que vous allez faire un scénario dans un monde en guerre ou un truc comme ça, mais il y a un point zéro. Le récit doit comporter un point zéro. Qui va pas forcément arriver tout de suite, mais qui doit arriver très vite. Pour moi, c'est fondamental.
C'est ce dont on parlait avec le monde tout à l'heure, avec le coup du vanille, le magicien, le fait qu'il faut prévoir des particularités, la suspension consentie de l'incrédulité, etc. La quantité et la qualité d'éléments apportés vont déterminer cette crédibilité finale. Les PNJ doivent être vivants aussi, ils doivent avoir leurs particularités propres aussi. Ils participent au truc. Le monde est particulier, les PNJ sont particuliers, il se passe quelque chose à un instant T, 1.0. Un bon récit doit comporter un conflit. Alors un conflit, c'est un élément qui va mettre en place la quête principale. Quête principale. Je mets des grosses guillemets. Parce que là, ça fait très jeu vidéo quand on dit ça comme ça. Et en fait, votre scénario, il va y avoir une série d'événements qui vont arriver et qui vont en fait amener un élément. Il y a quelque chose qui doit attirer la curiosité de vos joueurs, qui doit faire qu'ils vont aller dans un sens ou dans un autre, hein, mais en fonction de ce qui se passe. Il doit y avoir une mise en conflit. Là, le conflit, qu'est-ce que c'est? C'est très vaste en fait hein, comme terme. Conflit, on pense tout de suite la bagarre, mais, mais c'est pas forcément ça en fait. Le conflit, il n'est pas que physique, il peut être mental aussi. Ça peut être des motivations, des objectifs de personnages non joueurs par exemple, hein, pour la mise en place d'un scénario. Le principe du conflit, c'est que les héros principaux, donc les joueurs, quand on parle de jeu de rôle, doivent se mobiliser sur un élément qui va les lier ou au contraire les séparer à un moment. C'est un adversaire ou une difficulté commune. Conquête, exploration, trésor, monstre. Et un conflit, ça peut être ça. Hein. Le conflit, ça peut être le grand méchant qui est en haut de la montagne. Le conflit, ça peut être aussi l'aventure. Ni plus ni moins. Hein. La carte au trésor. Un truc comme ça. C'est la chose qui va lier les joueurs et les faire agir. Le conflit doit mettre en place, comme on dit, le conflit doit mettre en place il doit faire en sorte que les joueurs vont penser ce que vont faire leurs personnages et agir en tant que tels. Ça pousse les joueurs à agir. Et c'est ça qui va amener l'histoire. Parce que votre histoire, vous la racontez, c'est bien, hein. Mais justement, vous n'êtes pas en train de faire un roman, vous êtes dans un jeu de rôle. Donc là, on rentre bien dans le cadre du jeu de rôle. C'est les actions des joueurs qui vont créer. Vous avez créé quelque chose, oui, bien sûr. Mais ne bridez pas vos joueurs. C'est les joueurs qui créent le reste. Et c'est à vous de vous adapter. En tant que MJ. Donc là, le conflit, vous le mettez en place. Il va pousser les joueurs à agir. Du coup, il va falloir penser aux scènes clés. Il y a des moments, il va y avoir des scènes clés. Alors il y en a en gros deux types. Enfin, pour moi, hein, justement, comme je vous dis, là on rentre dans le côté, je suis pas expert, je donne mon avis. Pour moi, il y en a deux types. Il y a la globale et il y a ce qu'on appelle le climax. Mais, bon. Parlons de la globale déjà. Des scènes clés, c'est-à-dire que généralement vous allez penser à ça quand vous allez créer votre partie pour ce soir. En gros, c'est la prochaine partie, quand vous allez créer votre prochaine partie. Vous allez visualiser des scènes à un moment en tant que MJ. Parce que c'est l'histoire que vous avez envie de raconter. Soit des scènes qui concernent que les PNJ, soit des scènes qui concernent que les PJ. Petit conseil en tant que MJ d'ailleurs, surtout quand vous faites un JDR social ou un truc comme ça avec des PNJ, n'hésitez pas à vous interpréter à vous-même des dialogues entre des PNJ quand les PJ sont pas là. Ça paraît délirant dit comme ça, hein, mais ça peut vous apporter beaucoup d'idées en fait. Beaucoup d'idées. Qu'est-ce que c'est dit machin et truc à tel instant. Peut-être que ça vous donne... Moi, ça m'a plusieurs fois donné des idées sur... tiens, le PNJ, bah finalement, il va aller voir tel PJ.
Et franchement, hésitez pas, hein. Vous avez moyen, hésitez pas, hein. Et moi je trouve que c'est très enrichissant, pour, votre histoire, pour créer votre histoire. Hem, je vais sortir un peu de Lavoisier. Lavandier, Lavoisier, pas mal celle-là. Lavandier. Je vais pas la couper exprès. Ouais, c'est trop rigolo. Je vais, vous parler d'un truc tout bête. Si vous sentez que, les histoires de conflits et tout ça et que même ce que je dirai après ça va être un peu difficile pour vous parce que vous êtes débutant ou parce que vous le sentez pas. Pensez déjà à un truc tout bête et ce truc tout bête, je le tiens des auteurs de South Park. C'est très con, mais en fait, de vidéo en vidéo, j'étais tombé un jour sur une vidéo des créateurs de South Park qui étaient à une conférence, en fait. Il y avait des étudiants devant eux et ils parlaient justement de concevoir des histoires, des mondes et des trucs comme ça. Très intéressant, hein. En fait, il y a un truc qui m'a marqué et il m'a marqué parce qu'il était tout bête, en fait. À un moment, ils sont arrivés, ils vous disaient une histoire, donc le récit, le conflit, c'est pas il se passe ça, puis il se passe ça, puis il se passe ça, puis il se passe ça. Non. Une histoire, c'est pas qu'une succession d'événements. Une histoire, tout doit être lié en arbre ou en ligne, comme selon la difficulté de votre histoire, mais tout doit être lié. Donc en fait, ce n'est pas il se passe ça, puis, mais il se passe ça, mais il se passe ça, donc il se passe ça, mais il se passe ça, donc il se passe ça. Et en fait, votre histoire, vous la créez comme ça. Des mais et des donc. Il se passe ça, mais le joueur fait ça, donc il se passe ça, mais il se passe ça, donc le joueur va faire ça, mais il se passe ça, donc le personnage non joueur va faire ça. Et en fait, vous construisez tout comme ça. C'est un moyen tout bête, mais vraiment tout bête, mais qui est super efficace. Vous laissez tomber le puis. Se passe ça, puis se passe ça, et puis il faut que je me dise, ouais, il faut que je fasse un troisième truc, donc il va se passer ça aussi. Non, c'est nul ça. Mais donc, c'est tout bête. Il n'y a pas plus bête. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je trouve très très intéressant et ça peut vous sortir même d'une situation où vous êtes un peu perdu en tant que maître de jeu. Pensez aux causes et aux conséquences. Plus bêtement, mais donc. C'est vraiment la règle du mais donc. Alors, transposer au jeu de rôle. Tout ça. On a parlé un peu de jeu de rôle, mais on a parlé de récit dans son ensemble aussi. Un jeu de rôle, en plus de ce que j'ai déjà dit, il y a quelques différences avec un récit classique. Le jeu de rôle a 2 éléments majeurs qui n'existent pas dans un roman. Le premier, c'est les dés. Les joueurs, même s'ils veulent faire quelque chose, ils ne pourront pas forcément le faire. Ça, c'est un truc qui est important. Parce qu'en tant que MJ, même si vous vous dites « Je pense que mon joueur va réagir à mon action, donc il va faire ça », et même si vous avez raison, il ne va peut-être pas réussir. Et parce que vos joueurs vont peut-être faire une bêtise dans une discussion ou un truc avec un personnage non-joueur, ils vont peut-être se fermer des portes. Et des fois, il y a donc l'aléatoire du joueur qui s'est fermé des portes. Et il y a aussi les dés, des fois, qui ferment les portes. Donc en fait, il faut que vous prévoyiez des plans de secours. Ou pas. Si vous voulez pas. Parce que le fait qu'il n'y ait pas de plan de secours est effectivement quelque chose d'intéressant. Est-ce que les joueurs vont être inventifs et réussir à vous surprendre? Peut-être. Ne bridez jamais l'inventivité des joueurs. La seule chose en tant que MJ que vous avez à faire, c'est de les avertir quand ils font quelque chose de bête, en fait. Quand ils font une grosse erreur, en fait. En tant que MJ, vous devez le dire. Le sous-entendre, hein, je dirais plutôt. Ça peut être ne serait-ce que lui demander de répéter, hein, si vous êtes
Si vous voulez absolument pas être intrusif, par rapport à ce que font vos joueurs, ce qui est une très bonne chose, hein, de pas vouloir être intrusif avec ses joueurs, vous demandez juste une confirmation. Vous reformulez: «Ce que tu veux faire, c'est bien ça? Tu lui dis vraiment ça? Tu OK?» Vous voyez? Moi, histoire d'amener peut-être le joueur à être sûr. Ce qui peut être très drôle aussi après, c'est de le faire même quand il y a pas d'incidence aussi. Ça met en doute le joueur, hein, est-ce que sur son action. Ça peut être très drôle aussi. Et ça peut être, vraiment être sûr de voir si la personne peut vraiment faire son action. Mmh. Les joueurs, eux-mêmes, décideront, c'est le deuxième élément majeur en fait, l'élément, d'aléatoire, c'est que les joueurs eux-mêmes, décideront des choses que vous avez pas prévues. Alors ça, je le dirai jamais assez, quand on est MJ, il faut savoir improviser. N'espérez pas n'espérez pas être un bon MJ si vous vous refusez d'improviser. Ça, c'est, hors de question. Ça va bien se passer une fois ou 2, hein. Y a pas de problème, hein, et vous allez être content, hein, et puis les joueurs sont contents, hein, et puis un jour, vous allez être bloqué. Un jour, vous saurez plus quoi faire, et ce qui se passe systématiquement quand un MJ refuse l'aléatoire des joueurs, c'est qu'il les enferme dans son histoire. Donc en fait, vous allez fermer la porte. Vous allez fermer toutes les portes. Et malgré vous, vous allez les punir en fait juste parce qu'ils ont eu une autre idée que celle que vous aviez eue. Et ça, c'est la pire des choses. Les gens ne s'amuseront plus. Même si votre monde est crédible, même s'ils sont immergés, même si tout ce que vous voulez, si vous fermez les portes, au bout d'un moment, les gens ils veulent plus. Donc ne fermez pas les portes et improvisez au besoin. Donc ça, c'est très important et ça, c'est une grosse différence avec les récits, c'est qu'il y a l'aléatoire avec les hasards des dés et les hasards des joueurs. Pour ce qui est de l'importance des backgrounds de PNJ, les backgrounds de tes personnages non joueurs est d'autant plus important et il prend justement tout son sens avec ces aléatoires. Bon, j'ai pas trop parlé de la création de PNJ justement, je me retiens, mais prendre du temps pour avoir des origin story, pour avoir des backgrounds, une histoire personnelle et des capacités personnelles et avoir de la vie dans vos PNJ, c'est quand les joueurs font de l'aléatoire, c'est quand les joueurs font des choses imprévues que tout prend du sens en fait. Votre PNJ a une fonction. Votre PNJ il a une fonction. Peut-être même que vous l'avez pensé dans une scène quand vous l'avez créé, vous vous êtes dit à un moment ce PNJ il va aller parler avec ce PJ et il va se dire tiens voilà ça te dit de bosser avec moi, ouais ok ça me dit bien parce que j'ai envie de me venger. Peut-être que vous avez imaginé ça. Et c'est satisfaisant quand ça se passe, hein, bien sûr, hein, la scène est bien ficelée et tout ça. Mais je peux vous assurer que tous les efforts que vous mettez dans vos PNJ en tant que MJ, le tout tout prend son sens en fait quand les joueurs font quelque chose d'inattendu. Mais vraiment. C'est là que les PNJ, vous allez réfléchir et vous dire: «Mais dans cette situation-là, comment il réagirait avec son caractère, avec son histoire, avec ce genre de choses? Qu'est-ce qui va se passer?» Récemment, j'ai un joueur encore qui a été parlé à un PNJ. Il a eu une autre logique que la mienne, en fait. Dans ma logique, c'était pas possible qu'il vienne lui parler. Parce que il était possible que ce PNJ soit impliqué d'une manière ou d'une autre, enfin, il était impliqué d'une manière ou d'une autre à la situation, de par sa faction. Et le PJ est arrivé et le PNJ allait faire quelque chose pour le PJ, n'importe quoi, et bah, le PJ il est venu, il lui a dit: «Écoute, tu vas m'aider là-dessus», et en fait, tu lui balances tout. Et à cet instant-là, en fait, je crois que j'ai réfléchi pendant 2 jours. Je me suis dit: «Qu'est-ce qu'il va faire ce PNJ? Qu'est-ce qui va se passer? Comment il va interpréter les mots? Comment il va interpréter ce qui lui a été demandé? Qu'est-ce qu'il va faire?»
qu'en fait, le PNJ était lui-même dans un conflit, du coup. Le PJ avait créé avait créé un dilemme au PNJ. Bah, c'est là, en fait, ce que votre PNJ vit. C'est là qu'il prend tout son sens et c'est là qu'en tant que MJ, les joueurs s'en rendent pas forcément compte. Parce que vous voyez ce que je vous raconte? Le joueur ne le sait pas, en fait. Je lui ai pas dit. Parce que si je lui dis, je lui spoil des trucs. Mais, c'est 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 ultra satisfaisant, en fait. Votre PNJ il vit, c'est fou et en fait, vous lui faites prendre une décision et en fait, il y a eu une conséquence, donc il y a eu un don, après un mais le joueur a été le voir, donc il s'est passé ça et c'était dingue, c'est dingue. Vraiment, c'est dans ces moments-là que j'adore ça, hein. Mais bon, voilà. Alors du coup, au final, j'ai mis les climax au pluriel parce que justement, le climax, bah, pour ceux qui connaissent pas le terme, c'est le grand final. C'est le grand final. C'est le moment où de toute façon, les choses ne peuvent plus reculer et le conflit va se résoudre d'une manière ou d'une autre. Le conflit posé va se résoudre. Maintenant, c'est le climax. Du coup, comme les personnages joueurs n'auront pas fait ce qui était prévu, peut-être qu'ils échoueront. Donc, il faut prévoir des climax différents en fait. Climax victory, climax bof, climax on a tout foiré, climax inventé justement parce que à cause des conséquences de ce qui a été fait avant avec les mais et les donc d'avant, et bah paf, au final, il y a plus aucun climax qui colle. Il y a un nouveau qui apparaît comme ça par les actions des joueurs. Paf. Alors, en tant que MJ, je vous conseille de toujours prévoir quand même. De prévoir. De prévoir plusieurs climax différents. Alors, ce que j'entends par là, c'est que même quand vous avez des changements de situation par rapport à ce que font les joueurs, essayez autant que possible, sauf si pour vous ça a dépassé ça a franchi la ligne jaune, essayez toujours de prévoir plusieurs climax. Pas forcément bon mauvais, hein, ça peut être mauvais mauvais ou bon bon, hein, n'importe, hein. Mais essayez de prévoir plusieurs situations. C'est toujours dans l'optique de vous laisser surprendre et de réussir à improviser efficacement et de pas enfermer les joueurs, en fait. Essayez toujours de prévoir des trucs, prévoir des portes de sortie et prévoir des fins au climax. Heu, Après, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo aussi, heu prévoir des climax «intermédiaires» entre guillemets, où les joueurs peuvent se contenter d'une demi-victoire ou des trucs comme ça. Heu, par contre, il faut, le climax, c'est le moment le plus important. En fait, c'est si votre récit a fonctionné, si votre conflit, a été, a eu l'adhésion, si vous avez votre monde a gardé sa crédibilité, que vous avez toujours la suspension consentie de la crédulité des spectateurs ou des joueurs, c'est à ce moment-là, c'est dans le climax que là, l'émotion doit être la plus intense, en fait. Donc il faut autant que possible donner une dimension, dramatique aux échecs, de donner, une immense joie, sur les émotions. Ça peut jouer sur la musique, ça peut jouer sur les termes, ça peut jouer sur les réactions des personnages non joueurs, un tas de choses, mais faut que ça soit beau quoi, d'une manière ou d'une autre, quoi. Et ça peut être un élément déclencheur pour la suite de l'histoire. Si vous faites une campagne notamment, vous faites une campagne, ça peut même déterminer des choses pour la suite. D'ailleurs, quand vous prévoyez une campagne, prévoyez les entre-deux entre les scénarios. Les personnages y vivent entre 2 scénarios, les choses s'enchaînent pas, super vite. Donc faudra que vous prévoyiez le fait que, ils font quelque chose de leur vie et que, même jouer des scènes de vie quotidienne, ça peut se faire aussi, hein. Pour que des périodes de repos dans le récit, justement. Où il n'y a pas de conflit et où il n'y a pas de climax, il n'y a pas d'événements. Si, il y a des événements mais pas, qui impliquent un conflit
qui va concerner les joueurs. Ça participe au fait que le monde est vivant. Ça participe au fait que les gens ont l'impression que leur personnage est vivant, c'est très important. En tout cas, mmh, remettez en cause tout ce que vous faites toujours après chaque partie. Les actions des joueurs, leur facilité, leurs difficultés, parce que ce sont des êtres humains, hein, qui font ce qu'ils peuvent, et ce qu'ils veulent. Ça peut vous amener à penser les choses très différemment et pour moi, c'est très important et je vais finir cette, vidéo là-dessus. C'est que le MJ sert à quoi? Il est là pour raconter son histoire et faire, jouer des gens. Donc il faut qu'il choisisse ce qu'il va faire. Il faut qu'il se prépare, il prend tous ses outils, il faut qu'il connaisse son sujet, qu'il crée un monde cohérent. Il faut qu'il aime son récit, qu'il en crée un bien, avec un conflit ou des conflits, avec des climax, des périodes de repos, des périodes de vie commune, des particularités. Il faut qu'il s'adapte à ses joueurs. Il faut qu'il se remette en cause. Et tout ça dans l'unique but, et ça je finis là-dessus, c'est que c'est ce qui... Le but final, c'est que tout le monde s'amuse. Alors évidemment, en MJ, si vous aimez pas raconter des histoires, c'est que c'était un pari, c'est ça? On vous a forcé à le faire, c'est ça? Ouais, non. Enfin voilà quoi. Vous prenez du plaisir à raconter une histoire et laissez-vous porter par ce qu'on vous raconte aussi. Les joueurs aussi vous racontent des choses. Bon voilà. Donc bah j'en ai fini. Alors je pensais que j'allais faire une vidéo de 20 minutes. Finalement j'en ai fait 2 de 40, un truc comme ça. Enfin bref. Merci de m'avoir écouté et puis bah, je ferai peut-être d'autres vidéos, notamment sur les PNJ ou ce genre de choses, mais bon. Déjà j'ai fait ça, c'est déjà pas mal. Eh bien, si ça vous a plu, pouce bleu, abonnement, tout ça, comme d'hab. Puis je vous dis à bientôt. Allez, salut, à plus.